Oui, d'accord, Oui, super. Donc, nous sommes trois ce soir. Il y a Alexandre qui fait partie de la team Sales chez Indexima. Esteban qui fait partie de la team avant-vente. Donc, il est Sales Engineer. Et moi-même qui fais partie également de la partie Sales. Je suis Account Manager chez Indexima. Indexima est donc un éditeur de logiciels français. Et nous sommes nés, Indexima est né autour d'un cas d'usage de performance analytique. Un cas d'usage de performance analytique, ça veut dire que notre premier client est un de nos fondateurs aujourd'hui. Il y a 3 fondateurs d'Indexima. Et un des clients était le premier client d'Indexima. Un des fondateurs était le premier client d'Indexima. Il avait un problème de performance analytique chez Mappy à l'époque, qui jusqu'à très peu de temps appartenait encore au groupe Solocal qui vient de se faire acheter par RATP. Donc Mappy à l'époque, en 2015, avait mis en place un data lake pour être capable d'acquérir toute la volumétrie de données qui rentrent justement via le site Mappy, surtout des logs sur un data lake. Ils avaient choisi un outil de data visualisation parce que jusqu'en 2015, ils travaillaient sur Excel et ça a quand même certaines limites. Ils avaient choisi Tableau comme outil de data visualisation pour les données qui étaient sur le data lake. Et comme moteur de exécution de requêtes, parce qu'ils sont connectés Tableau en direct sur le data lake à travers un moteur de big data qui s'appelle Spark SQL in Memory. Aujourd'hui, ça correspond, à l'époque, c'était un des moteurs les plus rapides sur le marché. Aujourd'hui, ça va correspondre probablement à quelque chose comme Impala, un autre moteur qui permet justement d'accéder aux données qui sont sur le data lake. Ce moteur, Spark SQL in Memory, donc déjà in Memory parce qu'il monte certaines données en RAM pour être plus rapide dans l'exécution du scan de la donnée, était déjà pas satisfaisant en termes de temps de réponse pour Nicolas, qui était BI Manager chez Mappy. Parce que les temps de réponse sur 1 milliard de lignes à l'époque tournaient selon la complexité de la requête, entre 10 et 20 secondes. Et comme Nicolas savait pertinemment que la volumétrie allait exploser, chez Mappy, ce qui est le cas, parce qu'aujourd'hui Mappy tourne avec au moins 30 milliards de lignes, il n'était pas satisfaisant avec cette performance sur ces requêtes envoyées par Tableau. Et dans la société, il y avait un consultant Big Data Hadoop qui a proposé une solution qui allait devenir donc le produit minimum viable de Indexima, le MVP d'Indexima, et qui est parti en production chez Mappy. Et Mappy est toujours un client de Indexima aujourd'hui, sauf que l'inventeur d'Indexima est notre CTO. Le premier client d'Indexima est notre Chief Operating Officer, notre COO, et une troisième personne s'est joint à cette équipe, quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience dans la vente de logiciels, justement, en entreprise. Donc, cette équipe de 3 a fait des retours d'expérience lors des salons Big Data sur justement cette expérience de performance analytique avec Tableau à travers Spark sur le Data Lake. Ils ont été rapprochés par Natixis à l'époque, c'était en 2016, qui était notre deuxième bêta-tester. Et chez Natixis, évidemment, le logiciel Indexima a pris quelques galons parce qu'on était face à un système informatique d'entreprise bien plus complexe que chez Mappy, avec tout ce qui est système de sécurité attaché, avec plusieurs outils de data visualisation, pas seulement un seul outil de data visualisation, mais plusieurs, parmi Excel aussi, et plusieurs sources de données. Donc, c'était notre bêta-tester. Natixis est toujours aujourd'hui un de nos plus gros clients, et donc ça a permis de créer donc la société Indexima. Aujourd'hui, on est face à des clients très matures, tout simplement parce que chez nous, dans le contexte analytique, j'entends mon propre écho, ce qui n'est pas très agréable depuis quelques instants. il y a peut-être un micro qui a été activé en plus. Si la personne qui est venue, voilà, simplement parfait. Je pense qu'elle s'est mise en mute, ça doit être bon. C'est gentil, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, nos clients auxquels on s'adresse sont des clients qui sont très matures sur la donnée. Ça va être typiquement le secteur assurance et banque. Ce sont des clients pour lesquels monter des données à analyser quelque part dans un serveur Power BI, dans un Hyper Tableau in Memory ou dans un Cube MicroStrat in Memory, ça n'a pas de sens parce qu'il y a trop de volumétrie. Et il y a aussi ce besoin de basculer vers quelque chose qu'on appelle BI Self-Service, de ne pas être limité par des cubes ou des data marts.
Ça, c'est une introduction. Je vais me passer continue sur le slide, s'il te plaît, Esteban. Next. Donc, ce qu'on fait chez Indexima, vous l'avez peut-être un peu compris déjà, j'ai essayé de l'exprimer, c'est qu'on va accélérer l'analytique, donc l'analyse avec des outils de data visualisation classiques comme Power BI, MicroStrategy, Looker, Qlik ou autre Cognos et Spotfire dans un contexte de Big Data. Des clients qui ne sont pas dans un contexte Big Data, normalement, ne s'intéressent pas, encore une fois, à Indexima parce qu'il peut s'en sortir avec d'autres manières qui sont plus adaptées à leurs besoins. Donc, c'est vraiment l'accélération de la BI dans un contexte de Big Data. Et ça, c'est important pour vous parce qu'en fait, ça va permettre de vous comprendre, en fait, qu'est-ce que je fais moi, personnellement, quand je rencontre des prospects ou des clients. Parce qu'Alexandre et moi, nous allons être en fait les premières personnes qu'un prospect va rencontrer chez Indexima. Et pour mieux qualifier le contexte, et souvent les gens qui s'intéressent, les personnes chez des clients comme Crédit Agricole, Caisse de dépôt, carte bancaire, UDF, Enedis, Back Market ou autres grands comptes, ils vont en fait, les gens qui s'intéressent à quelque chose comme Indexima, à un logiciel d'Indexima, ce sont des gens qui vont s'appeler, vont être des architectes data, des responsables BI et analytics, ou des urbanistes en fait. Ils vont être des gens, pas forcément les utilisateurs des dashboards, c'est-à-dire pas forcément les clients internes qui vont travailler dans le marketing, dans la finance, dans la logistique. Eux, ils vont plutôt avoir la sensation qu'ils ne sont pas contents avec la performance analytique de leur outil de data visualisation. Mais ça vont être plutôt des personnes qui sont justement en charge de faire en sorte que les clients internes ont un service rapide et compétent par rapport à la donnée. Pour me rendre compte quelle architecture data est en place actuellement chez un client, je vais poser la question. Vous avez donc un dashboard tableau de vos clients en interne, ça c'est un dashboard tableau. Votre client en interne, le marketing souhaite travailler avec une nouvelle mesure, avec un nouveau KPI. Et vous savez évidemment pertinemment que cette mesure, ce KPI, se trouve bien dans la donnée fine, ce qui est indiqué ici sur la gauche. Combien de temps il vous faut pour que votre client en interne puisse véritablement accéder à cette nouvelle mesure, à cette nouvelle KPI? D'accord? Ça, c'est la question que je vais poser dans une première rencontre. Et c'est une question assez ouverte. Par contre, et souvent, la première réponse à cette question, c'est « ça dépend ». Et après, il y a une virgule, et après, on me dit pourquoi ça dépend. Et en fait, j'ai fait exprès pour poser cette question ouverte, pour justement donner la possibilité à mon interlocuteur de s'exprimer par rapport à ce qui est en place aujourd'hui, pour aussi laisser exprimer éventuellement une douleur qui peut être quelque part dans la partie performance analytique. Donc, je vais poser cette question. Et la réponse à cette question va m'amener à définir, en fait, en quel contexte architecture data ce client se trouve aujourd'hui. Je vais sauter sur le slide après, s'il te plaît, Stéphane. Et je vais me rendre compte, en fait, que je me trouve souvent face à deux scénarios, en fait, d'architecture data. Le premier scénario, c'est ce qui s'affiche sur l'écran là tout de suite. C'est le scénario que j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà très bien. Donc, c'est un scénario qu'on appelle l'architecture data traditionnelle. Donc, vous avez à droite les outils de data visualisation, donc les clients internes qui vont utiliser Qlik ou Power BI ou Looker ou Tableau pour faire leur travail de business intelligence. À gauche, vous avez la donnée fine, donc raw data. Et entre les deux, entre les personnages qui représentent les data ingénieurs et les utilisateurs Tableau, vous avez des constructs intermédiaires. Et ces constructs intermédiaires, ils vont s'appeler data mart et cube et extract, vue matérialisée. Et ce sont des agrégats, en fait. Ce sont des agrégats qui doivent être mis en place parce que dans une architecture telle qu'elle est présentée ici, l'utilisateur Tableau ne peut pas accéder directement à la donnée fine. C'est impossible. Il faut qu'il passe par une pré-agrégation qui est statique, qui est fait en mode projet entre les clients internes et les data ingénieurs pour permettre justement à l'utilisateur d'avoir
accès à la donnée, mais pas à la donnée massive, à la big data, mais seulement à la small data finalement, parce qu'il n'y a pas de moyen d'accéder à la big data. C'est ce qu'on appelle encore une fois l'architecture data traditionnelle, qui est en place aujourd'hui chez beaucoup de nos clients. Et j'imagine que si vous travaillez un peu dans l'architecture data ou dans data engineering, vous êtes peut-être encore amené aujourd'hui de faire des data mart pour vos clients en mode projet avec les clients en interne, la finance qui va vous expliquer ce qu'il faut mettre, dont ils ont besoin dans leur data mart. Cela, pour nous, cette architecture, pour nous, elle est lente. Elle ne correspond pas à notre tagline qui est Zero Time to Data, c'est-à-dire d'avoir un accès presque en instantané sur la donnée. Elle est assez consommatrice en temps parce que pour construire un data mart, il faut se mettre encore une fois en mode projet avec les utilisateurs et les data ingénieurs. Elle n'est pas agile parce qu'un data mart, une fois qu'il est mis en place, si vous voulez changer quelque chose, il faut rajouter une dimension. Si vous avez 2 data marts, vous ne pouvez pas les croiser, il faut créer un troisième. Et donc, vous avez accès juste encore une fois, à un subset de data, donc juste à la petite data, mais pas à la donnée massive. Donc ça, c'est souvent en place. Ce qu'on va apparaître en parallèle chez nos clients aujourd'hui, c'est l'univers qui s'ouvre quand on peut accéder, quand on est client en interne, on utilise Tableau et on peut accéder directement à la donnée fine à travers des moteurs qui vont permettre de scanner la donnée pour répondre à une question qui est posée en requête directe à la donnée fine. Les données avec lesquelles on va accéder à travers ce moteur-là, ils vont souvent être stockées sur des data lakes. Hadoop, par exemple, il y a une multitude de clients aujourd'hui qui n'arrivent pas à rentabiliser leur data lake Hadoop, par exemple. Donc, ça arrive dans l'univers Hadoop et ça peut être aussi des data lake storage sur la cloud publique comme AWS, Amazon ou Google. Donc, ce qui change par rapport au paradigme, à l'architecture au-dessus, c'est que cette nouvelle façon de faire, donc d'accéder directement avec un database, avec une requête SQL qui est envoyée sur le data lake et qui va être exécutée à travers des moteurs Big Data qui s'appellent Hive LLAP, qui s'appellent Impala, qui s'appellent Athena, Presto, et même Snowflake ou Google BigQuery ou Synapse. C'est tous le même principe. Pour exécuter les requêtes, on ne passe plus par un data mart qui aura des précomputes, mais on passe par le fait qu'il faut scanner la donnée pour trouver la réponse à une requête exprimée par un database comme Tableau, Power BI ou Looker. Donc on change complètement de paradigme, mais on change aussi de façon d'utiliser. Parce que sur le papier, c'est très joli en fait. Sur le papier, l'idée d'avoir accès directement à la donnée fine à travers un moteur Big Data, c'est très attractif. Dans la réalité, ça s'exprime un peu autrement. Dans la réalité, on constate que souvent entre la première et la deuxième architecture, il y a une latence qui s'installe parce que si un data mart dans la première architecture est bien mis en place et bien mis à jour, les temps de réponse pour accéder à cette subset de data, donc à ce data mart, peut être presque instantané, donc très confortable pour le métier. Dans le deuxième cas de figure, le métier donc accède directement à la donnée fine à travers un moteur qui va faire un scan de la donnée pour trouver notre réponse. Et que vous imaginez bien que le temps de réponse sur cette requête-là est une fonction de l'infrastructure qui est en place pour exécuter la requête. Si cette infrastructure est en premise, en fait, on sera face à des CPU et RAM qui vont être donc achetés par les clients, et parfois ils sont suffisants et parfois ils ne sont pas suffisants, mais on passe facilement des temps de réponse qui tournent autour de la seconde à des temps de réponse qui tournent autour de la minute pour les utilisateurs, voire pas de réponse du tout, ça on a vécu ça aussi. Ou vous avez l'option qui se ouvre de plus en plus aujourd'hui d'aller vers les clouds avec la même architecture, la deuxième architecture vers les clouds, dans un univers où on vous propose des data warehouses avec une infrastructure élastique qui vont permettre en fait d'acheter à l'heure une infrastructure qui est assez grande pour donner des temps de réponse satisfaisantes. C'est-à-dire, vous pouvez brancher un tableau sur un Google BigQuery, tableau sur un Snowflake, tableau sur un Redshift, tableau sur un Synapse, et vous aurez le temps de réponse que vous êtes prêt à payer finalement. D'accord? Donc, le paradigme de scan reste le même. On scanne la donnée pour trouver une réponse. Donc, on se retrouve face aujourd'hui, j'ai Indexima à ces deux architectures. Et qu'est-ce qu'Indexima fait là-dedans? Ça se trouve sur le prochain slide. Indexima va apporter une réponse qui va permettre de garder les meilleurs des deux mondes. On aura
le luxe d'avoir des temps de réponse très, très, très attractifs, souvent sous la seconde, largement sous la seconde, dans la dizaine ou centaine de millisecondes, à des requêtes envoyées en direct par Tableau, par Power BI, par Looker, à une source qui s'appelle Indexima. Et en même temps, on garde la capacité d'aller dans la donnée fine quand on en a besoin. C'est-à-dire, c'est un monde où on a des temps de réponse d'un data mart, entre guillemets, mais en même temps, toujours, on garde la capacité d'aller dans la donnée fine si on a besoin d'aller dans la donnée fine. Donc, c'est en fait, encore une fois, on garde les meilleurs des deux mondes avec des temps de réponse qui sont sous la seconde, comme si vous naviguiez sur Internet, sur Google, par exemple. Donc, on va se mettre entre toute data vise qui veut bien nous parler en SQL et toute data source qui offre à nous, qu'elle soit on-prem, dans le cloud ou hybride. Les trois points à mettre en avant face à nos clients ou face à vos clients, c'est qu'on est super rapide. Notre façon de faire est différente, donc on va être 1000 fois plus rapide qu'un moteur standard et 500 fois plus rapide dans les réponses qu'un moteur très très rapide comme Snowflake ou Google BigQuery par exemple. On va être très effectif dans le coût parce qu'on ne va jamais monter la donnée quelque part in memory, donc en RAM. Donc on aura besoin d'un RAM, on aura un besoin de RAM qui est bien inférieur à beaucoup, presque toutes les autres solutions. Et on est très facile d'utilisation parce qu'on est agnostique à la fois front-end, donc on peut travailler avec toute data vise qui communique en SQL et qui peut déléguer des requêtes en mode direct, direct query, et avec toutes les sources de données, avec des connecteurs tout à fait classiques, qui soient, encore une fois, on-prem, des bases de données relationnelles classiques comme Oracle, IBM, SQL Server ou Teradata ou NetApp ou autres, du monde de fichiers, soit dans un data lake on-prem dans le cloud, soit dans un data lake storage avec les clouds publics, soit des data warehouses un peu plus avancés comme justement Synapse Redshift, Google Cloud Platform, Google BigQuery ou Snowflake. Là, je partage deux benches pour vous, justement pour illustrer cette différence de paradigme en exécution de requêtes. Vous avez donc un bench avec le moteur Spark SQL and Memory chez un client qui souhaitait requêter avec Tableau sur un dataset de 30 milliards de lignes sur un data lake en utilisant juste le moteur Big Data Spark SQL and Memory qui demande pour 30 milliards de lignes quand même 180 nœuds, c'est vraiment énorme. Et les temps de réponse, en fonction de la complexité de la requête, vont tourner entre 10 et 28 secondes. Et en dessous, vous voyez la même chose avec Indexima, dans le sens où Indexima va donc avoir un paradigme d'exécution de requêtes différentes, que je vais vous expliquer dans un instant. Et avec ça, arriver avec des temps de réponse qui n'ont rien à voir avec le haut, et en plus avec un besoin d'une infrastructure bien moindre. Ça, c'est donc un moteur classique sur un data lake, par exemple. Le slide suivant, c'est important, ce slide est important parce que aussi la démonstration d'Esteban va s'appuyer sur Snowflake. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Snowflake. Snowflake, juste pour ceux qui ne sauraient pas, est une data warehouse dans le cloud. Qui est agnostique aussi, comme Snowflake, donc c'est une data warehouse élastique, c'est-à-dire c'est à la fois des fonctionnalités de data warehouse, mais en même temps une partie compute, justement, qui permet à exécuter des requêtes qui sont dirigées à travers un tableau ou Power BI ou Looker à Snowflake. Donc il y a une partie compute, il y a une partie data warehouse, stockage. Et ce data warehouse fonctionne à une infrastructure élastique. Donc en fonction de votre besoin, de vitesse d'exécution de requêtes, de performance analytique, il va, et vos capacités de payer, parce qu'en fait l'infrastructure élastique elle a son prix, vous allez avoir une réponse à vos requêtes plus ou moins rapide. Donc en haut, vous voyez donc des requêtes envoyées sur 1 milliard de lignes avec un dashboard tableau sur Snowflake, sur le dataverse Snowflake. Et sur Snowflake, vous avez la capacité de choisir la taille de votre infrastructure. Si vous choisissez une petite infrastructure, selon la taille de t-shirt, c'est X small, vous allez payer $2 l'heure. D'accord? Et vous allez avoir des temps de réponse sur un dataset de 1 milliard de lignes de à peu près 145 secondes, ou en moyenne 50 secondes.
Si vous pouvez payer plus cher parce que vous avez envie d'avoir quelque chose de plus rapide, vous payez medium, ça vous coûte 8 $ l'heure et vous avez le temps de réponse de 10 à 12 secondes. Et encore plus X large, ça vous coûte 32 $ l'heure, ce qui est déjà pas mal. Et vous avez le temps de réponse dans les 4 secondes. D'accord? Et après, je pense que ça monte jusqu'à quadruple XL. Snowflake. Donc, vous imaginez le coût de cette infrastructure élastique. Ce qu'on a fait avec Indexima, parce qu'on trouve que Snowflake, c'est un dataverse qui est vraiment bien, et la combinaison tableau sur Indexima, sur Snowflake, donc Indexima en couche intermédiaire entre un tableau et un Snowflake fonctionne super bien. C'est une combinaison qu'on met beaucoup en avant chez nos clients. Avec Indexima, on va mettre donc entre Snowflake et Tableau une couche de performance analytique qui va faire en sorte qu'on va installer notre couche de performance qui va, avec la technologie qu'on va vous expliquer dans quelques instants, faire des pré-computes et faire en sorte que Snowflake n'est plus sollicité pour le compute. C'est Indexima qui va répondre à toutes les requêtes dont le pattern a été reconnu par le moteur de machine learning d'Indexima. Et donc, on peut fermer, en fait, on peut endormir la partie compute de Snowflake, donc réduire le coût. Donc, vous avez des temps de réponse après qui sont très largement sous la seconde, avec un coût de l'heure de 2,10 $ et plus de 32 $. Donc, ça, c'est pour nous la combinaison idéale, c'est un tableau à travers Indexima sur Snowflake. Next. Merci beaucoup. Dans une architecture donnée, Indexima va se positionner de telle façon. Donc, comme je vous ai déjà un peu indiqué, Indexima, c'est ce qu'on appelle une couche intermédiaire, donc une middleware, entre un outil de data visualisation. Donc, en haut, vous avez des outils, des exemples d'outils. C'est pas du tout... c'est pas... Il y a plusieurs... En fait, il y a Cognos et Power BI et Tableau, mais il manque Looker et autres, donc c'est pas exhaustif, il y en a plusieurs d'autres qu'on peut utiliser. Le seul prérequis pour un outil DataVis, c'est que ça communique avec Indexima en SQL. Et en dessous, vous aurez donc les sources de données dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la capacité de se connecter ou trouver les données qu'il nous faut pour répondre aux requêtes dans différentes sources, peut être donc le monde de bases de relationnel classiques telles que Oracle et Teradata SQL Server ou IBM. Après, vous avez donc la partie Data Lake on-prem ou dans le cloud et la partie Snowflake et autres. On a une autre capacité, on a deux façons de faire, mais en fait, oui, c'est parfait, c'est parfait. Non, c'est bon. Je vais te laisser. Je pense que ça rentre peut-être un chouette trop dans le détail, donc je vais skipper ce slide. Et on va aller directement sur la partie donc DataVis, où j'ai déjà dit que tout ce qui communique avec nous en SQL, on peut l'accueillir. Et en plus, Excel, qui communique pas en Excel, en SQL, mais on peut quand même travailler avec Excel à travers la gateway de Power BI. Next, please. Merci. Je pense, avant de passer sur la démo, Esteban, je te propose d'aller voilà, dans le mécanisme interne d'Indexima et si tu veux bien, je te passe la parole par rapport à ça. Par contre, il faut ouvrir le micro. Il faut effectivement que j'ouvre mon micro. Tout à fait. Merci. Merci. Effectivement, avant qu'on rentre dans la démonstration, une overview en fait de la technologie. Sabina vous a montré des benchmarks. Effectivement, on a des temps de réponse qui sont beaucoup plus bas, avec des coûts beaucoup plus bas que ce que produisent Snowflake, par exemple, que ce que produit Snowflake sur un use case BI. Alors, c'est pas magique, hein, Indexima. Ce qu'on fait, on a au moins deux innovations. La première, c'est les hyperindex. Donc, je vais essayer je vais vous expliquer ça dans les slides d'après, mais concrètement, c'est une petite structure qui nous permet d'avoir un subset de données qui est hyper indexé, qui nous donne des raccourcis sur la donnée fine derrière. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir des temps de réponse très bas. Concrètement, en démonstration, vous verrez, on a des temps de réponse à la milliseconde, des rafraîchissements à la seconde dans le dashboard. Et cette population d'hyperstructures, ce n'est pas des humains qui les créent, c'est des algos chez nous qui constatent l'usage, voient le passage des requêtes à travers un outil de BI et vont déduire en fonction de l'usage les meilleurs regroupements de colonnes, d'agrégation, de précalcul à faire.
Voilà, donc ça permet d'avoir un cycle automatique. Ce cycle automatique, c'est on constate l'usage, on va créer ces hyperindex, et ça va permettre d'optimiser nos tables qu'on déclare dans Indexima. Voilà. Ces petites structures, donc ces hyperindex, elles sont transparentes pour l'utilisateur. En fait, vous branchez votre source, donc vous branchez votre S3, vous branchez votre BigQuery, votre Snowflake, c'est ce qu'on verra en démo. Et derrière, on va en fait voir la même donnée, donc les tables que vous branchez à Indexima, vous les verrez de la même façon, avec les mêmes colonnes. C'est transparent, donc on a l'impression de requêter une table quand on est dans Indexima. En réalité, derrière, Indexima va créer, va populer des petites structures intermédiaires qui sont des subsets de données, là, comme je disais, très indexés. On précalcule les combinaisons qu'on a vu passer dans l'outil de vise et on va répondre extrêmement rapidement. Donc voilà, on a un layer qui est transparent entre les outils de vise et la donnée. Un hyperindex. Alors un hyperindex, ça ressemble à des data marts. En fait, c'est une combinaison de colonnes et d'agrégats. Donc c'est en ça que ça ressemble à un data mart, hein, c'est la même définition d'un data mart. En fait, on supporte la combinaison de plusieurs colonnes. Donc on est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on peut prendre, pour un outil de vise données qui crée des requêtes, on peut réunir des colonnes, les combinaisons de colonnes, donc comme un index, comme des index multidimensionnels. On va précalculer tous les agrégats possibles pour tous les champs. Et on va en populer en fait ces subsets de données pour une multitude de combinaisons de colonnes. Donc ça nous permet toujours, on a l'impression qu'on fait de la BI sur des milliards de lignes. En réalité, en fait, on répond extrêmement rapidement parce qu'on trouve toujours un subset de données, donc un hyperindex très adapté. Ça nous permet d'aller 1000 fois plus rapidement qu'un outil data traditionnel. C'est des raccourcis vers la donnée et des pré-agrégations, un hyperindex. Voilà. Donc ça, on en crée, on en popule. Pour une table donnée, on en popule 5, 10, 20 en fonction de l'usage. C'est créé automatiquement, pas besoin d'un ingénieur data qui crée, comme dans un parcours BI classique des data marts. C'est populé à l'usage et on optimise comme ça l'usage des métiers au fil du temps. Voilà. Voilà. Puis ensuite, ces hyperindex sont extrêmement rapides aussi parce que on les monte en mémoire. Le calcul est distribué parce que Indexima, c'est une application Java qui s'installe sur plusieurs machines et qui du coup délègue le travail à plusieurs unités de compute. Ça représente environ 5% de la donnée qu'on montera en RAM, donc ces subsets de données, en moyenne, c'est ce qu'on constate chez nos clients. Puis ces hyperindex sont persistés sur disque, renvoient des raccourcis vers un storage distant, donc du S3, du HDFS, et puis tous les storages partagés qu'on connaît. Voilà, c'est la présentation un peu technique, une overview un peu high level sur la techno. Je pense qu'on pourrait y revenir pendant les questions. Il est 41, je vous propose de passer à la démo maintenant. Ça te va, Sabina? J'imagine que oui. Donc ma démo. Oui, je dis oui, pardon. Je me doutais que tu avais pas ton micro activé. Merci. Alors moi, je vais faire une démonstration Indexima. Comme l'a dit Sabina, j'ai mis de la donnée. Donc c'est la donnée New York Taxi. C'est une donnée qui est open source. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des itinéraires de taxi avec des tips, des montants de courses, des passagers. J'ai 5 milliards de lignes que j'ai dans Snowflake. Je n'ai pas fait de data prep, mon schéma ressemble à ça. Donc j'ai ma table de fait avec toutes mes courses. Et là, j'ai des tables de dimensions qui me permettent de faire des jointures pour récupérer les zip codes dans New York. Voilà. Donc j'ai une table open source de zip codes de New York et je fais des jointures avec ma table des taxis. Ça me permettra d'avoir une carte et des zip codes. Et j'ai mon outil tableau. Donc, je veux vous montrer en premier lieu un dashboard tableau. Alors, je l'ouvre comme ça. Voilà, donc là, c'est mon dashboard tableau. Je suis très content. J'ai fait un joli dashboard sur mes 5 milliards de lignes. Mais mes métiers, lorsque mes métiers consomment leurs données dans Tableau, en fait, ils ne sont pas contents parce que quand ils font des sélections, ça prend 5 secondes, ça prend 10 secondes. En fait, ça va prendre même 15-20 secondes. Et je leur ai dit que j'avais mis mes données dans Snowflake, je leur avais dit que c'était très rapide. Et effectivement, voir 20 secondes à parcourir 5 milliards de lignes, c'est ouf, mais c'est pas suffisant pour mes métiers qui ne comprennent pas. Surtout que mes coûts de Snowflake, là, c'est un Snowflake à 32 crédits de l'heure. Donc c'est à peu près 32 $ de l'heure, ça dépend. Voilà, donc j'ai un coût élevé. Effectivement, je fais de la BI plutôt agile. Donc j'ai 20 secondes, ça me permet de faire les interactions. Mais c'est relativement lent.
c'est relativement lent pour l'usage que j'avais décidé et le prix que j'y mets. Donc, dans ces contextes-là, dans ces contextes typiques, ce qu'on met, c'est Indexima. Alors, on vous a expliqué, on peut mettre Indexima on top of Snowflake. Ce que je fais, simplement, voilà, je quitte le site de la Soft Team et je vais sur Indexima. Donc, j'ai un cluster de 2 nœuds, c'est 2 petits nœuds sur AWS, c'est pas grand-chose. Et moi, ce que je veux faire, c'est brancher du coup mon Snowflake à Indexima. Donc, je vais sur Indexima, je vais dans Connect to Data Source, j'ai Snowflake, je sélectionne mon Snowflake, je mets mes credentials, plutôt comme ça, et je me connecte. Et ici, je suis en train de fetch mes catalogues Snowflake, j'ai mes schémas sur Snowflake, et en fait, en quelques clics, je peux monter, voilà. Je clique sur mes tables, donc ça, c'est mon modèle que vous avez vu qui était dans Snowflake. Moi, je veux le monter dans Indexima. Donc, je fais un clic. Là, ce qui se passe, c'est juste une déclaration côté Indexima. Je lui donne des accès à une source sous-jacente. Si je vous ouvre l'historique de requête d'Indexima, vous avez vu ici 3 create tables externes. Donc, j'ai créé une table qui pointe sur une source externe. Donc, je n'ai pas de recopie de données, c'est juste une déclaration de source sous-jacente. Mais si je rafraîchis mon Indexima, là, je vois mes schémas, comme dans une base de données classique. Je rafraîchis, j'ai un schéma démo New York, et j'ai ma table de fait. Voilà. Donc, j'ai juste une déclaration, je n'ai pas d'information, elle vient d'être créée. Donc ça, c'est comme ça, en quelques clics, qu'on connecte une source à Indexima. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est, on m'a dit qu'on allait pouvoir optimiser et avoir des temps de réponse plus faibles dans Indexima. C'était le but. Ce que je veux faire, moi, c'est retourner dans mon tableau et me connecter maintenant, non pas, j'étais sur Snowflake en live and direct, et je veux aller directement sur Indexima. Avant la démo, j'ai préparé ma data source. Donc, je fais juste un replace data source dans Tableau. Voilà. Je me connecte. Voilà, donc je mets mon mot de passe. Je mets mon mot de passe. Là, en fait, simplement, je me trompe. Donc là, ce qui se passe, en fait, j'ai un connecteur Indexima et je change simplement de data source. Donc, j'ai les mêmes colonnes, j'ai les mêmes champs, donc ça va matcher dans Snowflake, dans Tableau. Voilà, executing query. Et donc, à partir de maintenant, quand je vais dans mon historique de requêtes, je vois des requêtes passer. Donc ça, c'est une requête type tableau. Pour ceux qui connaissent, on envoie ce genre de requête-là. Si je vais sur mon dashboard, si je le rafraîchis, je vais me retomber sur ma pop-up 4, 5 secondes. Et là, je suis branché sur Indexima et je vois des requêtes qui sont en train de tourner. Donc pour le moment, Indexima est en fait en phase de chauffe. Il y a une phase d'apprentissage. Donc Indexima reçoit des requêtes là. Il fait juste passe-plat. Vous voyez, il y a une petite icône. La petite icône, en fait, nous précise juste qu'on a délégué la requête à une table externe, à une source externe. Donc, pour le moment, Indexima est bien en proxy. Donc, si je vous remonte la slide, ça voulait dire ça. Donc, on a mis Indexima en proxy de Snowflake. Et Indexima, en fait, va venir attraper les requêtes lorsque l'on va déclencher une optimisation. Donc, on va le faire ensemble. Ce qui veut dire de faire des sélections dans une map. Parce que moi, mon usage de ma BI, mon usage dans Tableau, c'est de faire des sélections dans ma map et de rafraîchir les KPI de courses, de passagers, de types. Et en fait, ça va permettre à Indexima de voir passer du trafic. Donc là, il voit passer des requêtes. On va voir passer en fait des closeware, on voit passer des group by, on va passer des selects. Et Indexima va du coup pouvoir comprendre le pattern d'usage de mon utilisation dans Tableau. Il va détecter les combinaisons de colonnes, les bons agrégats à précalculer pour un usage donné. Donc là, pour mon board. C'est un board simple, mais c'est un board de BI classique. Hein. J'ai un filtre qui est la map et je filtre sur des KPI, sur des vues agrégées côté tableau. Voilà, donc là, c'est l'expérience en mode proxy. Donc c'est une expérience juste d'entraînement. Et maintenant, ce qui se passe en fait chez nos clients, c'est qu'on... Alors là, je vous le montre en démo. Ce qui se passe chez nos clients, c'est qu'ils ont des mécanismes, on programme dans Indexima, ça se fait en quelques clics dans l'UI, mais je vais le faire automatiquement, d'optimisation au fil de l'eau. Moi, ce que je vais vous montrer en démo, c'est bien la différence. Donc là, il y a un mode proxy qui, en fait, a toujours le même timing de Snowflake, 15 à 20 secondes. Je déclenche l'optimisation côté Indexima. Donc là, j'ai cliqué sur Last Day Tuning, ça veut dire que je prends l'historique de la veille comme modèle d'entraînement.
et l'optimisation est en cours. Voilà. Si je retourne dans l'historique des requêtes, je vois bien Indexima a déclenché une optimisation, donc en créant 2 hyperindex. Donc, ce sont des regroupements de colonnes, une pré-jointure, donc on anticipe la jointure entre une table et des KPI. Et voilà, donc on fait des pré-jointures, on fait des pré-agrégations, des combinaisons de colonnes, et donc ces 2 hyperindex vont être la clé pour mon usage à avoir un temps de réponse en dessous de la seconde. Donc j'attends, voilà, mes structures sont petites, in memory, parce que les usages de la BI, comme vous le savez, en fait, on fait des requêtes qui retournent très peu de résultats. Voilà, j'attends encore 10 secondes. Et la promesse, c'est de pouvoir retourner dans mon tableau, de refaire à nouveau ces mêmes actions et d'avoir des temps de réponse instantanés. Donc c'est ce que je veux. J'ai branché Indexima, j'ai optimisé mes tables en quelques secondes. Là, je refais mes sélections et cette fois-ci, mes sélections sont instantanées. Donc, par exemple, je prends l'Est de New York, je vois un type moyen à 3,5 $, 77 millions de types de courses sur 2009. Donc là, je peux prendre des zip codes aléatoires, hein, j'ai pas de cache tableau qui est possible à ce niveau-là. Je vais vous montrer ce qui se passe en fait dans Indexima. Donc, si vous voulez voir à votre gauche, vous avez les requêtes qui passent en live. Hop là, c'est ce qui repasse. Et donc, on a des requêtes à 10-12 millisecondes et on tape directement dans les hyperindex. On va interroger les hyperindex d'Indexima, on répond très rapidement et on cesse de solliciter en fait le snowflake sous-jacent, qui était un snowflake double XL. On n'a plus besoin de le solliciter parce qu'on a précalculé toutes les combinaisons possibles pour mon use case. Pour finir sur la démo, j'anticipe les réponses, les questions qu'on nous pose régulièrement. Ma donnée, en fait, là, s'actualise, c'est-à-dire qu'on utilise le change data capture de Snowflake. Donc, mes hyperindex, si je rajoute de la donnée dans Snowflake, vont être update et je serai toujours à jour avec mon Snowflake sous-jacent. Donc, et on va agréger toujours que le delta des modifications. Donc, en fait, c'est vraiment des calculs, c'est vraiment des mises à jour au fil de l'eau ensuite. Voilà pour la démo, on fait de l'instantané sur beaucoup de lignes dans un use case BI, en quelques clics dans Indexima. Je suppose qu'on peut passer à d'éventuelles questions sur la démo, sur les slides. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabina. Je pense qu'on, sauf si, je ne sais pas Thomas, est-ce qu'il y a beaucoup de questions déjà? Sinon, on peut aussi partager les 3-4 slides, comment fonctionne en table externe, où on voit justement que Indexima est en proxy et après Snowflake peut s'endormir. Mais ça, c'est juste une suggestion si Thomas pense que ce sera encore utile. Moi, je pense que pour bien des personnes, que tout le monde n'étant pas dans le monde de la data, ils ne vont pas forcément voir ce qu'il en est du concept de table externe, donc on peut complètement présenter ça. D'accord. Donc, je te propose, Esteban, de juste sortir ces quelques slides de la poche. Oui, bien sûr. Alors, je prends ma slide. Connecter la source, ingest. Et non, nous, ce qui nous intéresse, c'est external table. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors, simplement, vous avez des boards qui pointent votre source de données qui va être une source de données dans le cloud. Donc, ce mode de fonctionnement external table que je vais détailler en quelques dizaines de secondes, ça concerne en fait du Snowflake, du Redshift, du Synapse, du BigQuery, et j'ai oublié le dernier. Du HiveLAP et du Impala. Du HiveLAP et du Impala. Et un peu de Postgre aussi, je pense. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment des moteurs qui font des data warehouse qui ont tendance à avoir des temps de réponse acceptables pour leur confier des requêtes en délégation. Pour ne pas avoir des frustrations à envoyer une requête qui scanne tout un cluster Hadoop et qui retourne en 5 minutes ou 10 minutes. Donc le concept de table externe, c'est qu'on se branche sur une de ces tables, de ces moteurs dont je vous ai parlé. On met Indexima entre les deux. Et en fait, ce que va faire Indexima, c'est qu'il n'aura pas besoin d'ingérer la quantité de données sous-jacentes. On va simplement venir construire, consolider, c'est ce que vous avez vu des hyperindex, entre la base qu'on cesse d'interroger, donc la base en délégation, donc du Snowflake, du BigQuery, et on va créer les structures intermédiaires pour répondre plus vite. Et dans le cas où on n'a pas la réponse, eh ben, on confiera la réponse à une requête donnée à Snowflake, par exemple, ou à BigQuery. Donc l'idée, c'est simplement de ne pas avoir à réagréger la donnée en dessous, ce qui pourrait se passer, je ne sais pas si vous faites Indexima sur S3, on va venir monter, on va faire un load, comme vous connaissez sur des bases de données,
une multitude de bases de données. On ne va pas faire un load de la donnée dans Indexima. On va simplement en fait la brancher et Indexima va construire les hyperstructures, les mettre à jour, mais ne jamais recopier l'entièreté de la base de données. Voilà. C'est un mode de déploiement, c'est un mode de fonctionnement qui a tendance à être plus léger lorsqu'on a un data warehouse dans le cloud de ce type-là. Et c'est ce modèle-là qu'Esteban a utilisé pour la démonstration. Donc d'abord, il y avait les requêtes qui allaient directement de Tableau sur Snowflake, et Indexima s'est mis entre les deux et a commencé à comprendre avec son algorithme de machine learning les patterns de requêtes, donc la façon dont Tableau utilisait la donnée, parce qu'une requête SQL émise par un tableau, c'est rien d'autre qu'un usage de la donnée. Une fois que cet usage a été identifié, toutes les requêtes qui ont le même pattern, donc comme on a bien vu sur Manhattan, donc des zip codes dans n'importe quel sens, peuvent avoir une réponse immédiate, et la base sous-jacente, donc soit Snowflake, soit BigQuery, soit Synapse, soit Redshift, ne sont plus sollicités et peuvent se rendormir finalement. Absolument. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter un moment ici pour donner l'occasion à ton équipe, Thomas, de s'exprimer aussi. Bah, écoute, tout à fait. Alors, à ce niveau-là, écoutez, est-ce que les gens ont des questions? On va essayer de passer en oral. Alors, moi, je passerai à la fin parce que, bon, des questions, j'en ai un paquet. Non, j'en ai pas un paquet. J'en ai plusieurs. Mais s'il y a d'autres personnes, je vous en prie. Alors, vous avez accès au micro, donc n'hésitez pas à vous manifester. Si jamais il y a trop de cacophonie, on repassera par le chat, mais pour le moment, allons-y. Et si on nous organisait comme ça. Donc, si vous avez des questions, à toi, public, c'est pour toi. Moi, j'aurais juste une question. Combien de scénarios, à peu près, de différents types de scénarios vous arrivez à gérer avec vos index? À partir de combien de scénarios de calcul, c'est-à-dire de façon différente de regarder le data lake, vous commencez un petit peu à avoir des problèmes de performance ou de place au niveau de vos index secrets? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, la question, ça va commencer par ça va dépendre aussi. Ça dépend de l'usage. Oui, ça dépend toujours. Ça dépend de l'usage, forcément. Si on fait de la BI et qu'on fait du listing sur des milliards de lignes dans les dashboards, donc pas de la BI, pas des requêtes de BI très classiques, là, je ne vais pas pouvoir te répondre, ça va dépendre de la volumétrie. Dans un use case BI classique, c'est-à-dire j'ai des KPI, je fais des tops, j'ai des camemberts, j'ai des filtres, on a des clients qui ont 200, 300 dashboards avec des patterns différents et pas qui ont un cluster d'index. Après, ils ont un cluster Indexima tout à fait raisonnable, 4, 8 nœuds. Voilà, on peut stocker 100, 200, 300, 500 index dans le moteur. Ils scale après horizontalement, verticalement. Donc, on peut rajouter quelques nœuds de compute et quelques gigas, quelques dizaines de gigas de RAM pour supporter plus d'hyperindex. Ça répond à ta question? Oui, parce que effectivement, moi j'ai l'impression qu'effectivement ce travail normalement chez les clients il doit être fait par des data engineers qui doivent bien connaître, on va dire, les requêtes, mais c'est vrai que souvent les providers de données sont souvent limités au niveau des index possibles. Oui, ce qui peut faire que pour certaines requêtes, c'est plus compliqué d'avoir un truc. On a souvent ce problème. Bon, moi, je suis pas vraiment dans le data, mais moi, je fais beaucoup d'optimisation chez les clients en base de données, par exemple. Oui, souvent, on se rend compte que l'architecture, elle n'est pas géniale, et puis on n'arrive pas à trouver les bons index pour faire que le truc il dépote. Oui, parce qu'on est limité à un certain nombre et on essaye de les répartir. Non, on a des tables à 120. Non, mais il y a un coût. Hein. C'est indéniable. Ouais. On n'a pas de question sur la création. Non. Alors de mon côté, j'avais quelques questions parce qu'en fait, à l'heure actuelle, quand on a, alors à l'heure actuelle, tout va dépendre de ce qu'on entend par à l'heure actuelle. Mais disons que
Tant qu'on n'est pas dans le cloud, toutes les solutions qui sont on-premise, quand on cherche à accélérer les requêtes, c'est très rare qu'on attaque directement le data lake. Quand on fait ça, c'est synonyme généralement de mauvaise perf. Ou alors, c'est qu'on a un batch à faire tourner et qu'on n'a pas des contraintes de temps réel, par exemple. Si on veut faire tourner un batch, dans ce cas-là, on peut faire tourner une requête Hive, elle met le temps qu'elle met, et puis on a le résultat. Par contre, derrière, quand on a des besoins d'aller beaucoup plus vite, si on veut un traitement entre parenthèses classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas, alors là pour les gens qui ne connaissent pas, ça sera peut-être un peu compliqué, si on ne va pas sur une architecture kappa, c'est-à-dire que si on n'attaque pas une persistante froide, si on cherche à adresser les données qui tombent directement donc dans un bus ou dans un log, donc dans un Kafka, on va être capable de traiter très rapidement des petits paquets de données, donc des fenêtres de données, on pourrait être très rapide. Par contre, si on veut attaquer tout d'un coup en une fois des milliards de lignes et avoir un temps de réponse très faible, ça nécessite systématiquement, dans une architecture classique, de passer par un data mart. Ça, c'est la solution que vous présentez comme étant finalement une solution devenue lente. Un Dexima, finalement, il vient optimiser le data mart en créant un data mart très spécifique, très optimisé pour la requête. En gros, je crois qu'on en avait déjà parlé, à la SGIB, on avait quelque chose de similaire où on créait des cubes en mémoire à la volée. Par contre, on n'avait pas poussé ça jusqu'à les créer directement avec un algorithme ou du machine learning pour les créer de façon très adaptée. Ça, pour moi, c'est vraiment l'avantage que je vois à votre solution. C'est qu'un ingé serait capable de le faire une fois, 2 fois, 3 fois en prenant son temps. Mais si on commence à lui demander de le faire 100 ou 1000 fois, évidemment, le pauvre vieux, je comprends bien qu'il soit fatigué. Juste une question, Thomas, parce que tu vois quand même que généralement le problème chez les clients, et c'est là que l'agilité arrive, c'est quand même arriver justement à bien connaître les besoins du client. C'est-à-dire très souvent, en fait, les besoins sont mal pris au début, ce qui fait que l'optimisation se fait sur des besoins qui ne sont pas vraiment les besoins. Sans compter le problème où voilà, tu es la banque, demain il y a la BCE qui t'appelle, il faut faire attention à un truc, et patatras, tu te retrouves avec à faire plus du tout les mêmes requêtes que tu faisais habituellement. Et là, tu vois bien que ce genre de solution est pas mal parce que si tu dois taper, je veux dire, les appels d'offres, les experts, tableaux, machin, truc mus pour optimiser ton index, pour avoir des temps de réponse, en attendant, quand tu fais ton analyse de risque, bah, tu as coulé, quoi. Tu t'es aperçu que tu as perdu 10 milliards trop tard. Complètement. En fait, c'est une simple. Pour moi, c'est là, avec une solution comme Indexima, moi, si je devais mettre un maître mot devant, c'est on entre. On va aller, buzzword, hein, allez, je vais faire plus un à mon compteur. On va dans l'industrialisation. Finalement, on est capable de construire de façon industrialisée des data mart petits, que vous appelez des hyperindex, qui sont adaptés aux besoins. Là où auparavant, l'adaptation aux besoins, c'était, comme tu viens de le dire, Vincent, affaire aux ingés. Sur la base, alors, quand c'est, entre parenthèses, mal fait, de spécification du client. Je n'ai rien contre le client, mais il pense à quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Et quand on va voir les requêtes qui sont faites dans la réalité, on se rend compte que finalement, l'analyse doit porter sur d'autres éléments que ceux qui ont été donnés à la base. Ça, c'est toujours comme ça, on est bien d'accord. Là, ce travail, il est réalisé par la solution. Donc, je vais rebondir sur la question de Vincent. Juste un bêta à ce que j'ai dit. Oui. Ce genre sur SQL Server, genre de truc existe, c'est-à-dire il y a une intelligence artificielle, une sorte d'intelligence artificielle, où tu fais tourner ton profiler et il te propose des index. Oui. Je ne connais pas les données de data, mais sur SQL Server, en tout cas, et je crois que c'est le cas sur Oracle, c'est des choses qui existent. Mais tu as des choses qui sont faites comme ça, même à l'heure actuelle. Il faut un regard externe, parce que souvent, l'intelligence artificielle se plante. Et bien sûr, mais là, on va parler, je pense, mais là, je vous donnerai la main côté Indexima. Je pense que vous ne pouvez pas forcément donner le détail de vos algos, mais là, on va parler d'optimisation des algos et de la performance des algos pour créer le data mart le plus optimisé. Parce que dernièrement encore, si on prend Spark et les progrès qui ont été faits côté Spark, du côté Tungsten, mais surtout de Catalyst, derrière, va également y avoir de l'optimisation du plan d'exécution de la requête SQL. Donc, on va se rapprocher. On va optimiser la requête pour la rendre plus rapide. Là, il n'est pas question de data mart, il est question d'être plus rapide dans la requête elle-même. Finalement, vous faites quelque chose de similaire. Vous avez une optimisation qui est faite sur la base d'une analyse de ce qui est fait dans le passé, la requête. Vous regardez cette requête et vous créez un data mart
un hyperindex en fonction de cette dernière. Donc, ce qui m'amène à 2 questions. La première, c'est rebondir sur celle qu'a posée Vincent, à savoir, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels votre algo pêche, des choses qu'il n'arrive pas à optimiser, qu'il n'arrive pas à créer, des situations particulières? Et j'ai oublié, mince, ma deuxième question qui va me revenir, donc je vais déjà vous laisser sur la première. Est-ce qu'il y a des cas où les algos pêchent? Ce serait prétentieux de dire non, mais pas trop quand même. Non, en fait, non. Si tu veux, quand tu fais une requête de BI, si tu as 500 colonnes, si tu fais une requête de BI sur 6 colonnes, même si tu fais le plus mauvais index, tu vas quand même faire un index sur 6 colonnes. Donc, l'exécution de ta requête sur un subset qui concerne que 6 colonnes et potentiellement une close where, tu fais toujours, en fait, peu importe, même si l'index était mauvais, même si l'algorithme était mauvais, concrètement, si tu arrives à populer déjà un subset, tu seras quand même beaucoup plus rapidement. Excuse-moi de t'arrêter, mais aucun DBA ne fait des index sur 10 000 colonnes. Bien sûr. C'est-à-dire, effectivement, peut-être que vous avez des clients, effectivement, il y a un problème avec les ingé data, mais la question de Thomas reste d'actualité. C'est-à-dire que vous avez un outil qui est automatique. Et quand c'est automatique, notamment dans le machine learning, il y a un pourcentage de cas pour lequel l'outil est très bon. C'est souvent 80-90%. Par contre, il peut y avoir 10% de cas pour lesquels l'outil se plante. Et c'est le cas sur les bases de données. On s'aperçoit qu'il y a des requêtes où, voilà, je veux dire, ça part en sucette. Comment vous gérez ça? Dans le cas d'une délégation vers un Snowflake, partir en sucette, le pire des cas, c'est effectivement qu'un Nexima ne catche pas la requête. Donc au pire des cas, tu vas en fait aller reparcourir sur disque. On va pas tout reparcourir, mais on va aller reparcourir sur disque une partie de la donnée. Ça, c'est le pire des cas, c'est-à-dire effectivement, l'algorithme a populé 20 index. J'ai une requête qui ne passe pas dans ces index. Dans ce cas-là, on va calculer la requête. Dans mon cas Snowflake, elle prendra 20 secondes. Ça, c'est vraiment le pire use case. Mais ça, tu t'en rends compte, tu redéclenches une optimisation, et à la prochaine optimisation, sans doute qu'on trouvera l'index qui manquait. Il n'y a pas la possibilité de faire un misuse? C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans les bases de données, il y a la possibilité qu'il passe par des mauvais index, que vous créez des index, qu'il utilise vos index et qu'après, il aille chercher des données à côté et que du coup, à cause de l'index, ils doivent chercher plus de données et du coup, qu'ils se vautrent. Il n'y a pas cette possibilité-là aussi? Alors ça, il y a toujours une possibilité qu'on ait une indirection lorsqu'on requête la table et qu'on choisisse le meilleur index pour exécuter la requête. Il y a toujours une possibilité qu'on ait un bug dans le moteur, mais ça, c'est notre job qui n'est pas de ce genre de problème. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas pour nous, c'est pas forcément un bug. Ça peut être tout simplement dû à... C'est juste qu'au niveau des index, un index, c'est pour des cas d'utilisation. Et dès que vous faites de l'automaticité, vous pouvez vous retrouver à faire des requêtes dans lesquels les cas d'utilisation ne sont pas bons. C'est tout. Et on vous demande comment vous gérez ça. Ouais, pour te dire, comment est-ce qu'on... Quand on choisit le meilleur index, lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur index pour une exécution d'une requête, on choisit l'index qui est le plus petit à parcourir. Donc en fait, ce que tu dis, il est mauvais pour un cas d'utilisation. Pour nous, ton cas d'utilisation, en fait, on ne le connaît pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on réponde très vite. Oui, donc c'est purement technique, je comprends bien. Non, mais excuse-moi de le dire, je vais terminer là-dessus. Les bases de données font tout ça, c'est-à-dire pour les index, ils choisissent tous ces index les plus petits. Il n'y a rien de révolutionnaire, je veux dire. Toutes les bases de données sur ce principe-là, on est d'accord, Vincent, là, je comprends bien. Bon, j'arrête là. Non, mais je comprends bien. Dans votre univers de clients, vous avez l'impression qu'il y a des cas d'usage où un Nexima pourrait vous faire avancer avec vos clients? Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si d'autres personnes sont confrontées à ce genre de cas, donc n'hésitez pas à vous manifester. Alors de mon côté, j'en avais déjà discuté. Nous avons eu à la SGIB ce type de problématique. Par contre, le besoin était vraiment bien connu à l'avance, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un cas où on allait vraiment avoir des dizaines, voire des centaines de scénarios à gérer. C'est-à-dire que c'était encore possible, la phase, on va dire, de réindustrialisation était encore envisageable. C'est-à-dire qu'un ingénieur pouvait traiter les peut-être 5, 10 requêtes, un peu toujours les mêmes qui tombaient, et donc les optimiser. Ça, c'était possible. Être face à davantage de requêtes à l'heure actuelle, alors je ne peux pas parler pour tous les clients,
Mais à l'heure actuelle, on limite quand même pour des raisons de sécurité, hein, c'est-à-dire on fait un lien avec un autre sujet, tout ce qui va être sécurité, GDPR, CCPA, etc., font que on limite l'accès aux données aux utilisateurs. Ce qui veut dire qu'on limite les outils de BI, de data vise, comme un tableau, les outils de fouille de données sont dédiés à une population très experte. Tous les autres cas, donc la masse, on va dire, même nous, on avait des chiffres, hein, c'est-à-dire 95% des utilisateurs lambda, on lui donne une interface graphique qui répond spécifiquement à son besoin, à savoir spécifiquement à sa requête. On ne parle pas de dizaines ou de centaines de requêtes, on dit vraiment sa requête. En gros, chez nous, c'était un widget pour une requête. Donc une requête, on peut l'optimiser. On n'a pas besoin réellement d'un outil qui nous les optimise. À l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas encore suffisamment assez de requêtes. Quand ça va changer, alors là, ce sera différent. Pour le moment, à la SGIB, on a une solution, comme je le dis, de création de cubes à la volée, donc sur base d'ActivePivot, où là aussi, finalement, on vient créer notre propre data mart en mémoire. Donc là, on a de bons temps de réponse là-dessus. Par contre, derrière, la partie, pour moi, votre grosse valeur ajoutée, la création intelligente donc de l'index, du cube, finalement, en fonction de la requête qui est réellement exécutée, ça, par contre, ça n'existe pas. Alors, chez nous, c'est encore le travail du data engineer. C'est sûr, moi, je dirais que pour le moment, je n'ai pas encore eu de cas là, maintenant, où on aurait besoin d'un indexima, mais c'est clair et net que si vous me reposez la même question, je pense, dans 6 mois ou 1 an, je pense que ce sera le cas. D'accord. Après, faut juste une remarque, parce que Thomas, lui, gère toute la partie data, moi, je gère la partie agile. Il faut bien voir qu'en agilité, il y a aussi la question de les clients ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité et que tout simplement, on ne leur laisse pas. Ça ne veut pas dire que voilà, si demain, il y ait des réunions chez les clients, il n'y ait pas un besoin pour ce type d'outils qui apparaissent, je veux dire. Et notamment sur ce que disait Thomas, c'est-à-dire le principe du je blinde à mort mon data lake, c'est pour éviter voilà, tous les noobs qui balancent des méga requêtes de la mort qui tue et qui foutent le serveur par terre, quoi. Il y a aussi, et s'il y avait effectivement un outil qui leur permettrait de balancer leurs requêtes et après, peut-être que l'utilisation ferait changer les mentalités. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Ça, on va toute façon. C'est un point de vue agile. Alors je suis complètement d'accord avec toi, sauf que là, on ne va pas dire que ce n'est pas parce que je n'ai plus foi en l'humanité que je vais répondre ça, mais si tu ne mets pas les garde-fous, l'utilisateur, par moment, il aura la pression, il aura du stress, voire par moment, il ne connaîtra pas. S'il peut faire select étoile from la table entière, cross-join avec l'univers tout entier, malheureusement, il le fera. Donc ça, en gros, les garde-fous, c'est à nous de les mettre en place. Ça, pour moi, on ne pourra jamais rien y faire. Donc ça, malheureusement, en termes d'industrialisation, c'est au niveau de l'usine de dev, là, c'est même au niveau de la stack data, de mettre en place quelque chose qui évite ce genre de choses. C'est-à-dire que tu prends la main sur les requêtes trop longues, tu as des solutions qui permettent de faire ça. Alors pour le coup, pour moi, là, je ne les connais pas encore côté data, mais tu as des outils comme des Imperva, voire des Guardium, qui par moment, requêtes trop longues, squeeze de session. Et donc là, Kevin qui coulole 14 ans, qui te fait tomber ta base, il y a des solutions. Mais l'idéal, ça serait justement que votre outil le propose, parce que ça, c'est vraiment un use case qui fait peur aux clients. C'est-à-dire que l'outil soit capable intelligemment de voir qu'il y a trop de champs qui sont sur les requêtes et du coup dégager en disant certaines bases de données le proposent. Hein. C'est-à-dire quand on fait des requêtes trop longues, au niveau du profiler d'SQL Server, des plans d'exécution, il est capable de vous dire attention, il manque un index, est-ce que tu es sûr, tu vas flinguer la base. Alors juste après cette question, simplement, on a une question de Yaktoun. Alors je suis désolé si j'écorche ton prénom, mais c'est juste pour dire qu'on aura sa question juste après celle. Merci, Yacine. Voilà, super. Donc on aura une question de Yacine juste après celle de Vincent. En gros, je vais reprendre la question de Vincent. C'est est-ce que de votre côté, alors pour moi c'est un peu hors scope. Pour moi, c'est pas vraiment ce que vous faites à la base. Est-ce que vous ne pouvez pas faire, pouvez pas faire de la capture des requêtes qui sont faites? On sait que vous avez les requêtes, étant donné que ces requêtes qui touchent vos hyperindex. Donc, vous avez accès à la requête sur vos index. Est-ce que vous avez accès au monitoring de cette requête pour dire, oh là là, ça, par exemple, je donne un SLA, ça dure 5 secondes, ça dure 10 secondes, c'est beaucoup trop, kill. Est-ce que ça, sur Indexima, sur le portail Indexima, sur la solution, on peut mettre en place ce genre de choses? Faire du firewalling. Juste une complément. Pour moi, il n'y a même pas besoin d'avoir accès au log. C'est-à-dire que
peut y avoir une intelligence qui dise à partir de X champ, au revoir. Oui, c'est une autre chose. C'est une autre raison pour laquelle le kill est. Ça, ça encore, c'est du syntaxique. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Donc, est-ce que votre solution permet de faire ce genre de choses? Un check syntaxique du style, s'il y a un humain derrière qui va regarder, lui afficher 100 champs, ça commence à faire beaucoup. Et à côté de ça, la requête, ça fait 1 minute, 2 qu'elle tourne, elle a potentiellement frisé, ou il y a un truc qui ne va pas, kill automatique. Est-ce que ce sont des choses qui se configurent? Alors, spécifiquement, non. On a plein de limites sur ce genre de choses pour des usages un peu extrêmes. On met des limites, déjà des timeouts quand les requêtes sont trop longues. On le met en général bas parce qu'en général, c'est que sur des requêtes, comme vous dites, écrites à la main et on sélectionne plein de champs. On a après des limites, donc des requêtes qui sont killées quand on a des résultats beaucoup trop élevés, quand on a des sélections en étoiles sur les tables. Donc, c'est des limites où on kill directement les requêtes parce que on sait très bien que c'est des requêtes qui ne viennent pas des outils de BI, par exemple. D'accord. Alors, simplement, ça veut dire humain ou automatique? Ah non, c'est automatique. Ça, c'est configurable dans le parfait. Donc, qu'on soit bien d'accord, si je vous mets 5 noobs, 10 noobs de BI chez un client qui font des requêtes suroptimisées, votre appli, elle crache. Suroptimisé, c'est-à-dire, tu sélectionnes toute la base en dessous et... Select étoile. Non, ça... sans index, des trucs comme ça. ça. Sur toutes les requêtes qui sont du style select étoile, on te rajoutera une limite et on ne te retournera pas la totalité des résultats. En fait, Vincent, vous savez, en fait, le mode de fonctionnement d'Indexima, c'est donc là, on a présenté la solution. Quand le client a un problème de performance analytique, parce que ça ne va pas assez vite, souvent, on propose un proof of value, c'est-à-dire on va se mettre en condition, on verra le dashboard, on aura un dashboard qui est en souffrance et on va montrer comment on peut accélérer la performance analytique de ce dashboard. Donc, toutes ces questions que vous êtes en train de mettre sur place, je pense que la réponse sera beaucoup plus simple le jour où vous avez un cas d'usage concret et on pourra vous montrer comment ça fonctionne. Parce que il y a beaucoup de questions sur où est la limite de la solution. Évidemment, la solution a des limites, mais ces limites-là, ils sont beaucoup plus faciles à comprendre et à appréhender quand on est dans des cas d'usage bien concrets. Après, chez les clients, moi je me rappelle d'un billet qui avait fait sauter une base de prod avec un select. Attends Vincent, juste une chose, on avait dit qu'on prenait la question de Yacine juste après. Donc Yacine nous demandait, est-ce que la data source doit nécessairement supporter le data capture? Est-ce que vous avez besoin du data capture du côté de la source de données? Non, la réponse est non. Si on n'a pas de data capture, on fait des synchronisations par partition ou par clause par champ. Voilà. Et s'il y a data capture, c'est un confort supplémentaire pour l'utilisateur. Donc s'il n'y a pas de data capture, pour capter les modifications de données, c'est des requêtes SQL, non? C'est des instructions SQL pour... Si ça te déclare, tu as un champ date, tu as un champ année ou tu as un champ de partition. À la création de ta date, tu le déclares simplement. Et après, tu as une instruction synchronize et tu synchronises sur ton année, toute ta time zone, ta timeline, comme tu veux. Donc c'est de la configuration à mettre en place. Donc en gros, si on sait que notre source n'a pas la data capture, via Indexima, on peut mettre en place une synchronisation qui va... Ce ne sera peut-être pas directement nous qui allons taper la requête de synchronisation, mais il y a quelque chose qui permet de récupérer sur certaines dimensions les données à synchroniser. Ok, ça marche. On avait une deuxième question qui... oui, très bonne question. Est-ce qu'à un certain temps, au bout d'un certain temps, les index prennent la purge? Est-ce qu'il y a de la garbage collection au niveau des index? Oui, le mécanisme d'automatisation, là, je vous ai montré sur un bouton, mais on a une interface qui permet de détailler les opérations qui sont en cours. À chaque fois qu'on fait une optimisation, on propose des créations et des suppressions. Donc, on va supprimer les hyperindex qui n'ont pas été utilisés ou qui ne sont plus pertinents ou dont les patterns se retrouvent dans de nouveaux hyperindex. Donc, on crée et on supprime des index lors des optimisations. D'accord. Alors, je n'ai pas d'autres questions dedans. Alors, je prends juste note ça. Donc, lors des optimisations, la magie auto et purge des index. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Alors oui, une question par rapport à l'usage avec Snowflake que vous mettez en avant. D'ailleurs, pour la petite histoire, d'ailleurs, je les vois demain, les copains de chez Snowflake. Si vous utilisez donc un tableau, Snowflake, Indexima, si Indexima prend le rôle du compute, finalement, quel rôle va jouer Snowflake? Question à tiroir.
Dans ce cas-là, Ouais. est-ce que vous ne pouvez pas faire du direct? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du direct, pardon? C'est-à-dire que directement, vous faites, on ne peut pas, on ne sera toujours obligé de passer par Snowflake, Tableau, faire un pur tableau Indexima. Vous créez les cubes, finalement, vous faites le process. Est-ce que vous ne pouvez pas aller, dans ce cas-là, aller juste à l'étape d'après? Non, on n'est pas en data warehouse. En général, on nous garde pour le use case BI, parce que Oui. Snowflake va être beaucoup plus pertinent que nous pour faire les opérations de dénormalisation, de préparation, d'usage, de stockage. Nous, on va être utilisé juste sur le use case BI, sur les requêtes de BI. Voilà. Donc Snowflake sera meilleur sur nous, sur tout le reste, en dehors de BI. D'accord. Ça reste pertinent d'avoir Snowflake. Ouais. On n'a pas du tout. Snowflake est un database qui est extrêmement pertinent, donc Indexima permet de encore améliorer le temps de réponse et la performance. On peut éventuellement, si Snowflake est sur un data lake, et parce que Snowflake peut être installé sur AWS, sur Azure, sur Google, n'importe où, Indexima peut à la fois, si le client a des fichiers sur le data lake storage direct et pas tout dans Snowflake, on peut accéder aux deux. Ça, c'est possible, mais on ne va pas remplacer un data warehouse comme Snowflake parce qu'il y a des jobs et des utilités lesquelles on ne prend pas en compte. En fait, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, on est vraiment. Oui. C'est une question de combinaison entre Tableau, Snowflake et Indexima Snowflake sur la partie performance analytique type BI est très forte. Mais il y a d'autres choses qu'on ne saurait pas faire. D'accord, ok. Donc là, c'est un usage pour le moment. Il n'y a pas. Vous n'avez pas. Indexima n'a pas l'intention d'évoluer à ce niveau-là, c'est de l'optimisation de requêtes. Principalement, votre principal use case, vos principaux use cases dans l'absolu, c'est optimisation de requêtes BI. Et notre force, c'est aussi qu'on est donc compatible avec toute database qui communique en SQL, avec toute autre source que Snowflake. Et on peut aussi hybridiser. Donc, on va avoir des clients, par exemple, qui ont des données à la fois encore dans un Teradata qui est en fin de course, sur S3 et sur Redshift, par exemple. Et Indexima va être capable pour des tables de données, pour des utilisateurs, de sourcer les données dans à la fois Teradata on-prem, S3 dans AWS et Redshift. Et ça ne fait aucune différence, c'est transparent pour l'utilisateur. Donc ça, c'est notre capacité de faire une petite couche de abstraction qui permet donc aussi de faire une migration tranquillement entre on-prem vers les clouds si le client le souhaite. D'accord, donc là, c'est un peu l'office d'un presto qui fait finalement une surcouche par-dessus les requêtes. Forrester classe Indexima parmi les outils de data virtualisation. Oui. Parce que cette capacité justement de se connecter à des sources qui sont hybrides et très différentes sans que l'utilisateur a besoin de faire un choix de soit source, soit data mart est assez exceptionnel, sauf que notre cœur de métier reste toujours la performance analytique, c'est-à-dire l'accès à l'analyse dans un temps record, c'est-à-dire sous la seconde. Mais en effet secondaire, on a cette petite côté un peu data virt. D'accord, bah, super. Alors, on a une autre question donc de Yacine qui est dans le chat. Oui, est-ce que vous êtes des fois obligé de lire des données en arrière-plan pour faire les agrégats? Ou est-ce que vous prenez juste, les données donc, qui passent, donc qui sont au niveau du proxy? Ou est-ce que par moment, vous êtes obligé d'aller récupérer d'autres requêtes? On va récupérer les données sous-jacentes. C'est-à-dire que nous, le proxy nous sert juste à observer les combinaisons de colonnes des agrégats qui sont utilisés. Oui. Mais derrière, lorsqu'on construit les index, on va interroger Snowflake pour qu'il nous aide à calculer l'hyperindex. Donc, on va récupérer toutes les colonnes et tous les champs qui nous intéressent pour un hyperindex donné. Donc oui, en fait, on réinterroge la base sous-jacente. Et en réalité, si derrière on n'a pas du Snowflake mais du S3, on va lire sur S3, on fait la même chose. On vient lire dans les fichiers, dans la donnée source, pour construire des hyperindex. Est-ce que ça répond à la question? Yacine, tu peux prendre le micro, n'hésite pas. Tout le monde peut activer son micro, donc tu peux y aller en direct. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Thomas, je te propose de peut-être encore prendre 2 questions parce que c'est fait un peu tard. 23, absolument. On a encore, si vous avez d'autres questions. Puisqu'on avait dit 30, mais il n'y a pas de problème. Il nous reste un peu de temps. Non? Rien d'autre dans le chat? Je prendrai. Oui, bonjour. Je prendrai une question sur, quand vous avez parlé à un certain moment des tables externes
Parce que je sais que côté Hadoop, là, chez l'ASG, on utilise 2 types de tables, les tables externes et les tables internes. Les tables externes, c'est on pointe des pointeurs sur les RAO, en fait, les fichiers bruts. Et sur les tables internes, c'est-à-dire on stocke les données directement dans les tables. D'après ce que j'ai compris, vous travaillez exclusivement avec des tables externes? Non, c'était le mode de la démo, où effectivement on a une donnée externe. On a un mode un mode ingéré en fait, qui est un mode de données interne, où en fait on crée une table, on crée la définition de la table, et on vient faire un load dans cette table depuis une source S3, depuis des fichiers locaux, depuis un ADLS, un HDFS. D'accord. Mais ce stockage de la donnée table externe, le stockage de la donnée va être à froid, donc ça ne va pas être in memory. C'est juste, il est toujours pareil, les hyperindex, donc nos petits datamarts fonctionnellement qui vont être in memory, qui vont correspondre à peu près 5% de la donnée fine, et le reste de données fines, même s'il est en mode ingestion, la donnée fine va rester toujours sur un stockage dans un format spécifique, dans un stockage à froid. Merci. Ok. Bon, est-ce qu'on en reste là? Une fois, 2 fois, 3 fois? Ajusté. Adjugé, c'est ça en fait. Adjugé vendu, oui. Adjugé Bah, vendu. écoutez, non, une sur la fin là. Encore une Encore. présentation de la solution. En cas d'incident technique en prod, y a-t-il un moyen de jouer la requête autrement? En cas d'incident technique, c'est-à-dire qu'en cas d'index qui ne fonctionne pas, qui ne catche pas la requête, on va la déléguer dans un cas de table externe à notre table sous-jacente. Maintenant, si l'incident technique, c'est Indexima ne répond plus, il fera plus proxy. Donc, non. Voilà, c'est plus un autre. Mais dans un cas où effectivement la construction d'un index n'est pas pertinente et qu'on a une table externe, c'est pour ça qu'on est bien ce mode-là. Elle sera déléguée, donc on aura la réponse en sous 15, 20, 30 secondes en fonction de la table, de la base sous-jacente. D'accord, oui. Donc si jamais Indexima a un souci, il repasse en passe-plat, donc c'est comme s'il n'était pas là, mais on a la requête qui finalement est exécutée par le système sous-jacent. Et du coup, avec le temps de réponse du système D'accord. sous-jacent. Parfait. Donc impeccable. Bon, écoutez, impeccable. Moi, je pense qu'on va donc en rester là. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les trois à cette présentation. Donc, je dirais que ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Je verrai également peut-être pour refaire une présentation une prochaine fois. Nous avons eu pas mal de personnes. On était combien là au final? Alors, là, je ne vais pas savoir parce que plusieurs personnes ont dû partir dernièrement. Mais je crois qu'on était donc plus d'une vingtaine. Je verrai si je ne réorganiserai pas une prochaine fois, si vous êtes d'accord. On va peut-être faire aussi un débrief par rapport à ce qu'on peut faire au sein de SoftTeam par rapport à des cas d'usage concrets. Eh bien, écoutez, ce serait avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me recontacter par rapport à ça. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup à tous pour votre temps, à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y avait des femmes aussi, mais en tout cas, merci à tout le monde pour votre présence ce soir. Et merci à Esteban et Alexandre d'avoir participé avec moi. Merci beaucoup. Eh ben, merci à tous encore une fois. Et passez une bonne soirée. Merci, à très vite. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.